sur les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé à 21h30. Tweet TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et c'est tout un plaisir que de vous retrouver sur les ondes de Watt FM et Tweet TV en cette nouvelle année qui débute en tout cas sur cette terre. Merci de votre fidélité au programme de Watt FM et Tweet TV. Merci mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc à cette émission le tribunal de l'actualité, première convocation pour cette année 2021. Alors c'est tout un plaisir pour l'équipe de vous retrouver pour partager ce regard critique et pluriel sur l'actualité. Vous le savez, entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, délégation. Parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons par partager donc cette pensée de l'artiste, écrivain, philosophe Arthur Schopenhauer qui dit ceci: persécuteurs et persécutés sont identiques. L'un s'abuse en ne croyant pas avoir sa part de souffrance, l'autre s'abuse en ne croyant pas participer à la culpabilité. Bonne méditation en cette journée du 5 janvier 2021. C'est la toute première convocation pour cette année et vous le savez, le plaisir est immense pour l'équipe de réalisation, également l'équipe d'animation. Loukman Sanfo est mon nom avec la complicité des juges au siège. Ben Abougma, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs, magnifique et merveilleuse année 2021. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Voilà. Bonjour également aux producteurs délégués de cette émission, Ilmaleh Frédéric Sommi, par ailleurs directeur général donc de Tantam Group Press. Et merci également à toute l'équipe de réalisation. Vous le savez, le plaisir est immense, on le répétera assez. Alors, on va parler ce matin encore une fois de l'actualité. Nous allons parler des élections, des consultations électorales du 27 décembre dernier en République centrafricaine. Vous le savez, l'autorité nationale donc des élections, l'ANE, vient de rendre public les résultats provisoires de cette élection présidentielle donc qui donne le président sortant vainqueur dans le premier tour avec 53% des voix. Et vous le savez également, puisque nous en avons parlé au cours de cette émission l'année dernière, la coalition donc de l'opposition avait demandé l'annulation des élections perturbées par des groupes rebelles. Le scrutin est pourtant salué comme crédible et légitime par le gouvernement et la communauté internationale. Comment peut-on expliquer cet état de fait? On en parle donc avec un membre donc de la mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, à la personne de l'ambassadeur Philippe Sawadogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, grande équipe, bonne année à tous nos auditeurs et surtout une année merveilleuse. Merci beaucoup. Merci. Pour ces salutations chaleureuses. Et en tout cas, merci d'être à notre tribune, le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe, les avant-propos avec les juges au siège pour commencer. Alors, pour cette première journée de l'année en termes de jugement de l'actualité, qu'est-ce qu'on peut bien partager comme avant-propos ce matin? Commençons par Ben Abougma. Merci Président. C'est une actualité qui est très fournie parce que entre souhaits de vœux pour une merveilleuse, une magnifique année 2021, entre les espoirs et les bilans de 2020 qui n'ont pas abouti et
de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions, pour ne pas dire de nouvelles perspectives prises pour cette nouvelle année 2021, à qui on demande à Dieu que cela puisse être accompli. Donc entre ces souhaits de vœux, il y a aussi la réalité qu'il y a une actualité qui a été fournie, parce que nous avons quitté ici depuis jeudi de l'année dernière. Donc, alors, il y a la Côte d'Ivoire avec la libération de Pascal Affi-N'Guessan. Entre-temps, il y a eu au Niger le second tour avec Bazoum, qui est en tête, qui était l'un des favoris. Donc, qui était pas, le Niger aussi, ce n'est pas une surprise, parce que c'est un pays aussi habitué au second tour. C'est ce qu'il ne faut pas oublier de dire. Donc, il ne faut pas oublier de dire que au Niger, il y a toujours un faiseur de roi. Donc c'est d'ailleurs avec Youssoufou, second mandat, que la parenthèse, même avec ça, c'était pas évident. Donc la réalité aussi, c'est un pays qui est habitué au second tour. Nous sommes à nos débuts. Donc en réalité aussi, c'est un Burkina qui attend un premier ministre qui n'arrive pas, ou qui est arrivé, je ne sais pas, parce qu'on dit à tout moment. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut formuler comme avant-propos. C'est juste un survol. Et puis souhaiter une bonne année à tout le monde. D'accord. Bonne année également à vous. On espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec votre famille. Oui, qu'est-ce qu'on peut bien retenir ce matin? Merci, Président. Moi, j'aurai comme avant-propos la question congolaise en RDC. On sait que la question de l'assassinat de Joseph Kabila à un moment donné était le sujet qui avait cristallisé les attentions sur cette terre-là. Et puis il y avait son aide de camp, Edi Kapen, qui avait été arrêté comme beaucoup d'autres et puis écroué. Je pense que c'était en 2003. Et depuis, ces personnes ont été on pourrait dire le couloir de la mort parce qu'ils étaient condamnés à mort. Et Edi Kapen et certains autres viennent de bénéficier plutôt d'une grâce présidentielle de la part de Tshisekedi, actuel président. Ça sonne en tout cas, quoi qu'on dise aussi, le concret de ce qu'il y a entre attelage terminé entre Kabila fils et Tshisekedi, parce que rappelons-nous que dans la mort de Kabila père, il y a eu plusieurs histoires qui ont été racontées, et des plus folles aux peut-être plus réalistes, dans lesquelles on trouvait aussi Kabila fils. Donc aujourd'hui, pour beaucoup d'organisations de la société civile, Kapen était comme un genre de bouc émissaire qui n'avait pas toutes les opportunités de s'expliquer sur les éléments et qui a servi de bouc émissaire. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se voit gracier. D'abord, c'était la peine de mort, donc ça veut dire qu'on ne gracie pas quelqu'un qui est dans le couloir de la mort. Donc ça s'est fait en 2 étapes. Je pense que sa peine a été commue, c'était en juin dernier. Donc ça, c'était une promesse de Tshisekedi. Mais ça nous donne aussi beaucoup à comprendre. Quand les régimes changent, quelquefois le regard sur beaucoup de dossiers même emblématiques change. Mais ça ne se fait pas comme un coup de baguette magique, et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Suivez mon regard, parce qu'on en a ici des dossiers. Donc c'est la leçon que cela nous donne. Maintenant, libérer certaines personnes qui pour beaucoup étaient des gens tout désignés pour faire oublier une histoire, ça c'est quelque chose. Mais une autre chose est de situer les responsabilités, parce que vous prenez le père Kabila, il est décédé, il a été assassiné, donc il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a Bilal et autres compagnies qui sont encore en fuite à l'extérieur. C'est peut-être avec le changement de régime au pouvoir en RD Congo, l'attitude pour eux aujourd'hui de pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça. Il faudrait que la justice se fasse dans un contexte qui lui permette une meilleure expression. Et on espère qu'avec Tshisekedi, c'est ce qui est en train d'être fait pour qu'il y ait au moins une lueur d'espoir pour ce qui est de la vérité qui puisse éclater sur cette affaire-là. Mais il a décidé de libérer Kapen et autres. Et c'était mon avant-propos de ce matin. Et puis le deuxième, on est en début 2021. Je ne vais pas faire comme tout le monde, souhaiter que 2021 soit meilleur et tout. Ça dépendra de vous. Si vous faites les efforts qu'il faut, 2021 sera meilleur. Tout dépendra de vous. Ce n'est pas que des vœux. Ce qu'on peut souhaiter, c'est la santé. Ça ne dépend pas de nous. Et c'est ce qu'on pourrait vous souhaiter que vous ayez et que nous ayons ici. Que nous ayons la santé. Et pour beaucoup, ça dépendra des efforts qui seront les nôtres. Et puis la façon de penser. Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on a commencé à être meilleur nous-mêmes. Voilà.
et prenez cela pour dit de la part de Geoffroy Vaha. Merci pour ces propos donc partagés en guise d'avant-propos. Et on va maintenant parler de la situation donc en Centrafrique, puisque vous savez que les Centrafricains ont été appelés le 27 décembre dernier aux urnes donc pour à la fois choisir leur président mais aussi leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Alors pour ce qui est des résultats de la présidentielle, ils viennent de tomber, donc partagés par l'autorité nationale des élections qui proclame provisoirement le président sortant Touadéra vainqueur dès le premier tour avec 53% des voix. Et on avait vu la situation un peu tendue puisque la coalition donc de l'opposition avait demandé l'annulation de ces élections avec justement on va dire la perturbation par les groupes rebelles. Le scrutin qui a pourtant été salué par la communauté internationale comme crédible et légitime, non seulement par le gouvernement mais aussi la communauté internationale. On veut bien comprendre comment cela peut donc s'expliquer et on en parle avec une fois de plus, puisque c'est sa deuxième participation à cette émission, le tribunal de l'actualité, l'ambassadeur Philippe Saoudou. Encore une fois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes un diplomate burkinabé, vous avez été le représentant donc de la francophonie au niveau du Burkina Faso, on va dire des Nations Unies à New York. Avant les Nations Unies, vous avez été ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication, porte-parole du gouvernement sous le régime de Blaise Compaoré. Auparavant également, vous avez été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire donc du Burkina Faso en France, avec accréditation en Espagne, au Portugal et au Vatican pendant 10 ans. Au cours donc de cette même période, vous avez été également, on va dire plutôt avant, voilà, cette période, vous avez été délégué permanent donc de votre pays à l'UNESCO. Vous avez également été, vous avez conduit donc les destinées du FESPACO pendant une décennie au début de votre carrière. Et également, vous avez été ancien doyen du corps diplomatique africain en France. Et vous avez étudié les sciences de technique de l'information et de la communication, relations publiques à l'université de Ouagadougou, à Bordeaux 3 également. Et aujourd'hui, vous êtes un consultant international en soft diplomatie et relations publiques. Et donc, c'est à ce titre aussi que vous avez pris part en tant qu'observateur au niveau, pour le compte de la CENSAD. C'est cela, comme présentation. Merci. Alors, quand on parle donc de la CENSAD, beaucoup se posent la question, mais encore une des structures dont on entend parler que lorsque viennent les élections. Alors, comment est-ce que vous vous retrouvez à être observateur donc au compte de la CENSAD? Et puis, on sait aussi que vous avez votre structure, Dialogue, qui est également une structure donc, qui travaille pour les questions de paix. Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà comme une petite présentation? Non, mais d'abord, il faut dire que la CENSAD, pour la petite histoire, c'est pratiquement 28 pays, surtout du Sahel et quelques pays qui ont accès à la mer, n'est-ce pas? Mais il faut dire que c'est un projet qui a été mis en place par Kadhafi. Et c'est cette structure qui a d'ailleurs eu comme premier secrétaire général Madani, qui a été le doyen du corps diplomatique au Burkina et ambassadeur donc de Libye au Burkina. Et on peut comprendre que se retrouver dans des associations, des organisations pour aider, il faut déjà comprendre que la CENSAD a un projet économique. La CENSAD a aussi un projet de regard ensemble, et tout cela devrait permettre de comprendre que nous devons compter toujours aussi sur nos propres forces, parce que quelquefois nous sommes membres d'autres organisations. Vous avez cité la francophonie dont j'ai été ambassadeur il y a quelques années donc à New York, mais comprendre que chaque fois que l'on peut, dans des sous-ensembles, comme on l'a toujours dit, grandir et aller vers la civilisation de l'universel, c'est important. Quand je dis sous-ensemble, vous avez le Conseil de l'Entente, l'UEMOA, la CEDEAO, et les 5 grandes régions vont vers l'Union africaine, mais entre effectivement les pays sahéliens et le Sahara, il y a tout un ensemble aussi, et même l'Europe et le Maghreb ont des entités qui puissent nous permettre d'aller de l'avant. Et quelquefois, je vais vous surprendre en vous promenant un tout petit peu en Afrique, et on voit des réalisations de la CENSAD, de la Libye, et pérennes. Et ça devrait aussi nous permettre de réfléchir. Est-ce que ça survit à son géniteur, Mohamed Kadhafi, vous le savez? Eh bien, la preuve, c'est que nous sommes allés aux élections. Il y a une banque africaine, il
il y a également une structure qui, avec les problèmes libyens, je le reconnais, a migré à N'Djamena. Le siège de la CENSAD est à N'Djamena depuis la guerre larvée en Libye, mais je crois que la quête de l'excellence se poursuit et nous avons des diplomates de plus de 24 pays et qui y travaillent, et pour notre cas, nous étions une dizaine d'observateurs venus de pays différents. Donc pour moi, le plus important, c'est d'avancer. Mais pour avoir été diplomate également, membre d'un exécutif au niveau du Burkina Faso, est-ce que des structures comme la CENSAD, en plus d'autres comme le Lutako Gourma, etc., est-ce que ça ne crée pas trop de structures au niveau africain qui peuvent justement annihiler les efforts qui sont pourtant palpables sur le terrain? Lorsque nous partons sur des ensembles qui s'intègrent et qui ne se combattent pas, il n'y a pas de raison. Et je pense que les textes fondamentaux qui sont toujours faits tiennent compte de cela. Vous avez aussi parlé de certains ensembles comme le Conseil de l'Entente et qui est parti avec 5 pays au début, qui a essayé de faire un travail. Et c'est certainement que l'époque a changé. Et d'ailleurs, quand nous étions à Bangui, le siège de l'OCAM, que vous avez peut-être connu, l'Organisation commune africaine et malgache, était à Bangui, et aujourd'hui c'est des structures qui n'existent plus, mais l'esprit était là. Et je voudrais d'ailleurs vous rappeler que le camp Sangoulé-Lamizana avait été construit à l'époque par l'OCAM, et que Bokassa, que vous connaissez, a servi à Ouagadougou dans les années 60. Et ça contribue quelquefois à une vision commune, à une sympathie pour les uns et les autres. Et d'ailleurs, les Centrafricains ont beaucoup de sympathie, beaucoup d'admiration pour les Burkinabés et nous font confiance. Voilà par exemple quelque chose qu'on ne peut pas cultiver quand on ne se connaît pas. Donc en réalité, de mon humble avis, l'Afrique doit regarder dans la même direction en essayant de ne pas se gêner, mais en essayant de tirer toujours le nectar pour les uns et les autres, afin que nous puissions préparer une bonne entrée dans le 21e siècle. Et nous sommes partis, on a fait Noël à Bangui. Nous avons été retenus à bras le corps par nos familles et nos amis, mais nous sommes partis parce que le devoir aussi, quelquefois, c'est cela. Et vous savez qu'on a des casques bleus burkinabés en Centrafrique, on a plus d'un demi-millier de Burkinabés qui travaillent en Centrafrique dans des institutions. La garde de sécurité pénitentiaire, par exemple, est un exemple qu'on développe en Centrafrique avec donc des Burkinabés. Et donc tout cela nous montre qu'en réalité la Centrafrique, qui est à 3 heures d'ici, vol direct, peut être aussi une passerelle de relations, de leçons. Et je terminerai en disant que vous savez que c'est un pays doré, un pays de diamants, mais ils n'ont pas 15 mines industrielles comme au Burkina, ils n'ont pas 12 mines semi-industrielles. Donc le know-how, la coopération sud-sud reste à construire. D'accord, on aura compris que lorsqu'on est épris de paix, on s'engage, quels que soient les risques que cela représente. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Bernard Bougma, vos questions de généralité avant qu'on parle à proprement dit de cette observation des élections centrafricaines. Bon, mais ma question de généralité, celle qui retient mon attention, c'est la CENSAD. Vous avez insisté, moi j'insiste encore. Quand le Conseil de l'Entente a été exhumé quand Alassane Ouattara est arrivé, je me rappelle du titre de l'observateur Palgar. À quoi sert encore ce machin? Donc, je ne dirais pas que le CENSAD est un machin maintenant, mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'elle tient ses instances? Est-ce que parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de projets, il y avait même une compagnie terrestre, tout ça. Le G5 Sahel a pris à peu près les mêmes projets que la CENSAD, avec quelques États qui sont dans le G5 Sahel et qui sont également de cette CENSAD-là. Moi, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la CENSAD fonctionne toujours d'ailleurs? Eh bien, je crois que
la CENSAD a observé les élections au Niger, en Centrafrique et dans plusieurs autres pays. Les banques de la CENSAD marchent. En fait, les idées de Kadhafi, de Libye, qui avait voulu que l'on implémente des projets structurants dans notre continent, et vous vous rappelez même des satellites, vous vous rappelez de certains projets de construction touristique et d'hôtellerie. Vous voyez le Laïco, mais on peut voir le Ledger et d'autres Laïcos un peu partout en Afrique. On voit aussi des formations de formateurs afin que l'on puisse gérer ce que nous savons le mieux faire. De toutes les façons, vous savez, très souvent on dit que même quand on n'aime pas son voisin, quand sa case brûle, il faut aller éteindre le feu. Nous oublions quelquefois que nous sommes tellement près du monde arabe, nous sommes tellement près du Maghreb que quelquefois on ne se rend pas compte qu'ils sont à côté et qu'ils peuvent aussi apporter une plus-value. Je ne parlerai pas de Move qui vient de naître ou du Maroc avec certains projets, et moi je crois que nous devons être maintenant dans la dimension multiforme et des coopérations. Nous ne devons pas regarder uniquement dans une seule direction au risque de ne pas engranger. Et le général de Gaulle, effectivement, qui parlait de ce grand machin qu'est l'ONU, et on a fini par comprendre qu'à un moment donné, on peut avoir besoin d'une structure et que l'on peut aussi vouloir faire de cette structure ce que nous voulons. Vous savez, il y a très peu de temps, la CEDEAO, on avait les anglophones à gauche, les francophones à droite, et on se combattait pratiquement parce qu'il y avait le Grand Nigeria, etc. Aujourd'hui, quand vous voulez aller à Lagos, vous arrivez, vous sortez votre passeport burkinabé, on dit vous êtes ECOWAS, parti. Et je crois que tout ça devrait nous mener à réfléchir que nous devons changer les paradigmes et que les Burkinabés, les Africains ont une expertise. Et cette expertise-là, quelquefois, les voisins en ont besoin. Et je crois que c'est dans cet esprit que nous pouvons aller et dire à ceux qui comprennent Moré, Titon Kassan, Titon Berbe Kida. C'est-à-dire, ma grand-mère disait que notre bouillie qu'on boit chaque matin à Ouaga, il y a des grumeaux, on croque ça, on est content. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas cette bouillie-là à cause de la guerre, à cause de l'absence de paix. Et vous savez bien que la paix, c'est pas l'absence de guerre. Et quand vous avez dit tout à l'heure les groupes rebelles, je vous rectifie, c'est des groupes armés pour la Centrafrique. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Vous poursuivez ou non, c'est bon. Geoffroy pour ces questions d'entrée. Bon, j'aurais juste une question de généralité. On parle toujours de cette CENSAD. On sait qu'en la matière, le plus important, c'est la question aussi des financements. Sinon, après, il n'y a pas d'action. Bernard le rappelait tout à l'heure, sur les mêmes domaines de définition presque, on trouve aussi beaucoup d'autres structures qui sont aujourd'hui très accompagnées. On sait que la captation de sous à la matière, ce n'est pas simple. Comment aujourd'hui la CENSAD se finance pour continuer? Eh bien, je vais vous surprendre, mais moi j'ai eu les mêmes préoccupations que vous, parce que c'est l'une des premières missions que je fais, mais l'État libyen actuel, dans la dimension et les difficultés que vous connaissez, continue de soutenir en grande partie la CENSAD et évidemment les pays membres. Enfin, je vous dirais que toutes les ambassades qui sont aujourd'hui en Libye sont pourvues d'ambassadeurs. Et on peut prendre l'exemple du Burkina. Nous sommes à Tripoli. C'est donc dire que devant les crises, il faut préparer l'avenir et que ce qui se passe va nous révéler certainement qu'on avait vraiment besoin de Kadhafi, de la CENSAD et d'autres pour impulser des développements endogènes. D'accord.
D'accord. Parlons maintenant de l'observation des élections donc en Centrafrique, dont les résultats viennent d'être partagés par l'instance en charge des élections. On a vu aussi la coalition de l'opposition qui dit que ces élections n'ont pas été, en tout cas, justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. Ils ont dénoncé une série donc de greffes, parmi lesquelles l'absence d'élections sur l'ensemble du territoire, des bourrages massifs des urnes, un nombre de votants qui dépasse celui des inscrits dans certains bureaux de vote. Alors que, au niveau de l'ensemble des observateurs, vous dites que globalement les choses se sont bien passées. C'était un terme presque consacré. Quelle est votre appréciation générale de ces élections au niveau de la Centrafrique? Eh bien, je ne sais pas si c'est parce que je prends de l'âge, mais j'aime les proverbes de ma grand-mère. Elle dit en moré, sans sac pitbou, bif sac taïbo. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les règles du jeu d'une élection, il faut aller jusqu'au bout. Et les 14 groupes armés, il y a plus d'un an, ont signé avec le gouvernement centrafricain un protocole d'accord pour dire qu'ils vont tous aller aux élections. Chemin faisant, une dynamique même a été cassée à cause de la Covid. Et le gouvernement est revenu en disant, est-ce que nous n'allons peut-être pas reporter les élections sous la négociation des Nations Unies pour que nous puissions vraiment organiser quelque chose après la Covid. Et ils ont donc dit non, niet, parce que vous voulez utiliser ce report pour avoir ce qu'on appelle un lenga, un bonus d'un an. Et c'est ainsi que le gouvernement est revenu sur sa position de report des élections, parce que c'était même allé jusqu'au Parlement, et le Parlement a donné raison à l'opposition. Chemin faisant, à 6 mois ou 8 mois des élections, un homme politique, l'ancien président Bozizé, est rentré en Centrafrique, ex nihilo, on ne sait pas comment, et il a donc souhaité aller vers les élections en étant candidat. Et lorsque tout cela a été accepté par la NE et que l'autorité nationale des élections, c'est la NE. Et la CENI, comme ici. Et comme le dossier a été déposé, le Conseil constitutionnel a lu le droit et s'est rendu compte qu'évidemment, il avait été condamné. Il était recherché, comme vous le savez, depuis ce qui s'est passé en 2012-2013. Si vous visitez Bangui, c'est un cauchemar, parce que les grands quartiers de part et d'autre, quand vous prenez 2 grands quartiers, les quartiers catholiques ou chrétiens où étaient des musulmans, les maisons étaient détruites. Les quartiers musulmans où il y avait quelques chrétiens, les maisons des chrétiens ont été détruites. Mais 12 ans après, on se rend compte qu'en réalité, c'était de l'instrumentalisation. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, lorsque la candidature a été rejetée, l'ancien président est parti à 500 km, 600 km vers les frontières et a dit qu'il va se mettre avec les groupes armés pour descendre sur Libreville. Ça, vous le savez. Donc, sur Bangui. Et mieux, à la veille des élections, il y a eu des appels, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, un type de discours pour dire qu'il faut brûler Bangui. Évidemment, la coopération internationale, tout le monde a condamné cette tentative et on a dit qu'il fallait aller aux élections parce qu'en fait c'était l'irréparable. Vous savez quelquefois que l'art de la diplomatie, c'est aussi d'atteindre des objectifs, même avec peu de résultats. Et je crois que face à cela, c'est la vacuité du pouvoir qui était recherchée pour faire, comme on dit dans mon quartier, le Niaga, et puis on ne sait plus où l'on va. Voilà pourquoi la communauté internationale et tout le monde a dit, tenez bon, faisons les élections. Et effectivement, j'ai été donc à Bangui toute la journée pour l'observation des élections. Les Banguissois sont sortis en masse. Pourquoi? Parce que ils avaient marre d'une situation mi-figue, mi-raisin qui les retarde même dans un processus.
Par contre, à l'intérieur du pays, parce que vous savez, la Centrafrique est grande 2 fois comme le Burkina, mais ils n'ont pas le 5e de la population du Burkina. Je pense qu'ils sont autour de 3,5 millions, 4,5 millions. Voilà, au plus. Et il y a certes des villages ou des régions où les gens viennent, ils font des excursions. Mais ils ne peuvent pas rester. Vous savez, la guerre asymétrique aussi, c'est ça. Et évidemment, le but, c'était de faire peur. Ils ont donc attaqué les urnes, parce que les gens se déplacent aussi avec les urnes à moto, un peu, pour justement renforcer les sites. Et tout ça, c'est la peur bleue qui est née. Mais malgré tout, il y a eu 10 000 casques bleus quand même de la MINUSCA qui a aidé et qui a aussi sécurisé les endroits. À partir de là, on peut se demander si l'objectif qu'il voulait, ce n'était pas justement revenir par la fenêtre, par la force. Et il y avait 10 candidats et aux élections, comme vous l'avez vu, vous avez vu, et avec aussi des candidats de bonne facture. Et je crois que le plus important, c'était de comprendre que ça s'est passé, certes, pas à la satisfaction, parce qu'il y a peut-être la moitié des électeurs inscrits qui n'ont pas pu le faire, mais on devait sauver la Centrafrique, à mon humble avis, en n'acceptant pas que depuis 1960, ceux qui sont nés en 60 ont 60 ans cette année, on continue à tergiverser pour des raisons quelquefois personnelles ou des raisons aussi de haute toi que je m'y mette, etc. Oui, mais justement, quand on regarde à la fin aussi, les chiffres posent quand même problème. 655 000 personnes qui ont pu voter. C'est vrai que quand on écoute l'ANE qui donne son taux de plus de 70% de taux de participation, il tient compte de ce que il y a 910 000 en gros inscrits qui étaient vraiment concernés au regard du contexte par la possibilité du vote. L'autre moitié, elle, c'était l'impossibilité de voter. Aujourd'hui, quand on regarde, Touadéra, il n'a jamais autant mérité son nom de président de Bangui. Parce que c'est le président de Bangui. C'est celui qui a été voté par les habitants de Bangui. Ailleurs, ça ne l'a pas été. Ça sera le président d'un pays. Est-ce qu'à la fin, le moindre mal n'est pas le mal ? Eh bien, vous avez certainement raison, parce qu'on ne peut pas quand même cacher son œil avec une petite main, mais il faut comprendre que je vous inviterai d'ailleurs un jour, si Dieu le veut, à venir en Centrafrique et à comprendre comment ce pays-là est stationné. Le développement, et quand je regarde Bangui avec beaucoup de respect, je vois une 3e ville moyenne du Burkina. Tout simplement pas parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il y a le fleuve qui ne tarit jamais. Tout simplement pas parce que les gens n'ont pas les mêmes capacités. Ils étaient l'un des premiers producteurs du coton dans les années 60. Évidemment, on ne parlera pas du sous-sol, des ressources minières. Les ressources minières. Voilà pourquoi quelquefois, lorsqu'on est face à un choix difficile, il faut sauver ce qui peut permettre de rebondir. Voilà pourquoi je ne peux pas dire que les élections se sont bien passées, parce que la moitié des Centrafricains n'ont pas pu voter en pleurs. Je ne peux pas non plus dire que le mot peur que nous connaissons un tout petit peu au Burkina et n'est pas 10 fois plus amplifié dans ce pays. Et je voudrais aussi souligner qu'il y a des moments où nous devons aller apporter aussi certains soutiens à ces pays-là, où quelquefois ce sont des petits faits qui deviennent des gros problèmes que les gens traînent, avec évidemment les intérêts que vous connaissez, mais nous reviendrons là-dessus. Oui, moi je le dis parce que à la fin, c'est un Touadéra qui a été voté, c'est vrai, mais
quoi qu'on dise, même si Bozizé c'est un putschiste patenté, mais c'est quelqu'un qui avait voulu participer à ce processus-là. On se rappelle que à un moment donné, lorsque sa candidature était encore maintenue, son discours n'était pas forcément le même. Après, il y a eu ces rapprochements, même pas des rapprochements, parce qu'il a été toujours avec ces groupes armés-là, qui s'est mis après en CSP, c'est-à-dire Coalition des citoyens pour le changement, qui avait entendu n'allons pas aux élections. Il y avait Dologuélé, c'est comme ça qu'il s'appelle, celui qui est sorti deuxième aux élections. Anissé Dologuélé est un ami de Bordeaux. Dologuélé, lui, d'abord, il était un peu, il était entre les deux, et après, il a décidé d'aller aussi. Maintenant, se retrouvant seul, Bozizé, il est resté avec ces gars du CSP, et puis il a tenté comme il pouvait, de nuire. Mais est-ce que si Bozizé, on n'avait pas forcé à ce qu'il soit dans le jeu et qu'il ait été battu à la régulière, comme on dit, comme diraient les uns les autres, ça n'aurait pas peut-être mieux légitimé l'élection qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a peut-être un président élu, mais on a un président de Bangui, et puis qui va faire face au même démon. Vous avez peut-être raison, parce que dans nos recommandations, nous avons dit un certain nombre de choses, comme la poursuite du dialogue et la volonté d'être autour d'une même table. Vous avez aussi dit que Bozizé a été rejeté et qu'on aurait pu peut-être l'autoriser à faire acte de candidature. Mais, cher ami, il faut quelquefois dire le droit. Et le droit, ce n'est ni le gouvernement, ni l'ANE. On a le Conseil constitutionnel qui a dit le droit et qui a montré que le fait d'être condamné n'était pas négociable avec une candidature. Mieux, il avait un mandat d'arrêt. Donc je ne veux pas rentrer dans ce type de choses, parce que vous risquez de me dire, mais est-ce que quand on parle de dialogue, est-ce qu'il ne faut pas tout laisser tomber et puis ne plus parler de ce qui s'est passé avant? Mais quand vous voyez Bangui, vous allez à l'église, à la paroisse Saint-Fatima, là où le prêtre a été tué avec plusieurs personnes qui sont venues se réfugier, vous pouvez comprendre comment la politique de la manchette peut être quelque chose qui a un trauma pour des siècles et des siècles. Et de ce point de vue, je crois que nous sommes dans une situation où il fallait peut-être faire ce que la communauté internationale a demandé. Ils y sont depuis presque 10 ans. Ils ont financé un certain nombre de mécanismes pour que ça puisse se faire. Et un candidat, lorsque il n'est pas dans le jeu, dit je prends l'arme, je pense que ce n'est pas un bon sport. Donc de ce point de vue, je souffrais quand même que je vous dise que c'était le droit qui a été lu. C'était aussi le fait que les gens ne devaient pas revenir sur un certain nombre de prérequis, et j'espère que vous avez lu notre communiqué, mais vous avez raison, il faut que les négociations continuent, parce que comme je l'ai dit, la paix, c'est pas l'absence de guerre. Donc, petit commentaire, hein. Le problème, c'est que souvent aussi dans nos élections, moi je défends pas le cas Bozizé, parce que le problème, le monsieur aussi, c'était putschiste patenté, donc du coup c'est un peu difficile de parler de son cas, mais on a des élections un peu partout, même pas loin de chez nous, où un peu avant, il y a un bon processus qui est fait, vous avez une bonne partie de ceux qui peuvent inquiéter, qui sont poursuivis, qui sont condamnés, et puis qui ne peuvent pas candidater. Ça, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu un peu partout. Donc, du coup, quelquefois, dire que non, on dit le droit, quelquefois, ça vient s'appliquer après qu'il y ait le calcul politique. Donc, même quand vous venez après en tant qu'observateur, avec les propositions que vous faites, quelquefois, vous êtes fragilisé aussi par ce que vous venez trouver. C'est qu'il y a le droit qui a été dit et il y a quelqu'un qui a arrangé aussi certaines choses pour que ça soit comme ça. C'était un peu un commentaire que je me permettais. D'accord. Geoffroy l'a si bien dit, Bozizé, c'est un putschiste patenté. Rien ne prouve d'ailleurs que s'il participait et qu'il échoue, il n'allait pas encore aller prendre les armes. C'est ça. Donc l'homme aussi, il a un parcours et on se pose la question de savoir pourquoi il est dans cette peau-là. Et effectivement, je crois savoir que le mandat de Bozizé le 3 d'Era, c'était en mars.
2021. Oui. Et les élections se tiennent en décembre. Et il y a quand même 3 mois, non? Est-ce qu'il y a une explication? Eh bien, la date du 27 décembre avait été arrêtée avec toutes les parties. Ah, ok, à l'issue d'un dialogue. Oui, à l'issue d'un dialogue avec les 14 groupes armés et toute la classe politique. C'est pour ça, et ils ont même demandé officiellement qu'on puisse le reporter à cause de la Covid, et l'opposition, 14 groupes armés et autres, ont refusé. Et maintenant, quand on a dit allons-y, on a mis les gaz pour le décollage, on dit d'arrêter le processus. Et c'était aussi un calcul qu'on voit souvent d'être là, de gêner, de faire pousser jusqu'en mars. Et une fois mars arrivé, il n'y a plus de gouvernail. Je pense que c'est tout ça qui nous a un peu été relaté, avec aussi tout un ensemble d'éléments à l'appui. D'accord. En fait, je posais la question parce qu'effectivement, le gouvernement avait saisi l'Assemblée nationale qui avait donné son accord avec la base de la Cour constitutionnelle par rapport à l'éventualité du report à cause de Covid, alors que leur constitution, c'est à peu près la même chose comme au Burkina, où on ne prévoit rien à l'issue de la fin du mandat du président. Voilà. Donc, effectivement, le droit avait été dit, il n'est pas question d'un report, il faut tenir les élections effectivement à bonne date. Je l'avais cité d'ailleurs plusieurs fois ici, disant qu'au moins ils ont anticipé, parce que nous on était dans les débats de tenir ou comment on fait, on n'était plus dans les débats, dans le délai même pour pouvoir modifier quoi que ce soit, sauf quand la parade était trouvée que c'est par voie consensuelle. Donc je fais ce commentaire là, voilà. Mais maintenant, effectivement, quand les gaz ont été mis, il y a les groupes armés qui sont revenus, 14 qui sont revenus dire de reporter effectivement les élections. Donc là aussi, il y a un jeu qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais maintenant, les élections se sont tenues avec les limites qu'on a. Mais aujourd'hui, quels sont les ressorts du nouveau président pour pouvoir, je dis bien, garantir la stabilité, mais aussi avoir un climat de confiance, parce que dans un esprit de dialogue, si les uns et les autres ne se comprennent pas ou n'ont pas confiance, ça risque de ne pas aller. Est-ce qu'aujourd'hui, il a cette légitimité-là, après cette élection, de pouvoir effectivement convier les protagonistes sur une table de négociation, et quels sont les ressorts qu'il a? D'abord, il faut dire que l'accompagnement du processus là est fait par les Nations Unies, évidemment, l'Union africaine, mais surtout la CEAC, c'est-à-dire la CEDEAO de leur région. Et il vous souviendra que les présidents se sont réunis il y a une dizaine de jours pour dire qu'il faut aller aux élections, parce que c'était des subterfuges pour rendre la Centrafrique ingérable. Donc, les présidents de la CEAC ont donc proposé que dès après toutes ces questions électorales-là, qu'on puisse repartir à des négociations, c'est son deuxième et dernier mandat, et que l'on puisse vraiment mettre la Centrafrique sur les rails. Donc les ressorts qu'il a, c'est à mon humble avis, et les structures communautaires, c'est les Nations Unies, comme je l'ai dit, parce que quand on parle de 10 000 soldats, et avec tout un accompagnement, avec toute une dynamique, c'est aussi un vrai accompagnement. Dieu merci, curieusement, la Covid n'est pas aussi préoccupante aujourd'hui en Centrafrique, où ils ont un grand institut Pasteur des maladies tropicales et virales, et qui puisse permettre donc peut-être qu'ils se mettent vite au travail. Mais je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus gouverner sans une ouverture et sans aussi un dialogue permanent. Justement, parlant de ce dialogue permanent qui fait d'ailleurs des recommandations de la CENSAD à l'endroit du gouvernement centrafricain, vous avez justement insisté qu'il faut maintenir ce dialogue-là. Est-ce que ça ne reviendrait pas à dire que les questions qui n'ont pas été résolues la masse, notamment l'inclusion avec la participation d'un monsieur comme Bozizé, seront certainement passées par perte et profit, parce que s'il faut un dialogue, il faut une réconciliation nationale après, il faudrait éventuellement résoudre ces questions-là, et les questions de droit dont vous avez fait mention en disant qu'il fallait dire le droit seront forcément tenus sous boisseau, comme on dit, parce que finalement
pour qu'il y ait l'accalmie, il faudrait passer sous silence certaines questions, notamment les questions judiciaires qui se pèsent contre M. Bouzé. Eh bien, vous avez certainement raison. Moi, je dirais que quand je vous regarde, vous êtes jeunes, vous êtes brillants, vous trois. J'ai 65 ans, presque le double d'un âge certainement de mon ami qui est à côté. Vous trompez, c'est pas là. Ça voudrait simplement dire qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Il faut faire la transmission. Je veux dire les générations des années 60 qui veulent poursuivre un programme politique à 75 ans, à 70 ans, et ils ne sont plus en phase avec un certain nombre de réalités. Et je crois que le renouvellement de la classe politique également est vraiment un facteur déterminant pour la Centrafrique, pour nos pays. Je pense aussi que la confiance dont vous parlez et par rapport aux Centrafricains entre eux, c'est la même confiance que l'on recherche quand on a des personnes qui sont des partenaires pour investir en Centrafrique ou investir en Afrique. Et cette confiance-là, je crois qu'on doit la restaurer. Enfin, je dirais que je découvre en parcourant l'Afrique de plus en plus que nous devons comprendre que les uns et les autres, nous pouvons être des solutions pour ces personnes-là. Et de mon humble avis, cette dynamique-là doit nous permettre d'aller loin. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, effectivement, on pourrait décider de faire table rase du passé. Ce n'est pas la première fois. Quand je vais il y a 60 ans ou les années 50 avec l'Algérie, on fait table rase. On peut aussi amnistier pour qu'on essaie d'aller vite. Mais ce sont des questions. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'économie de tout cela que de faire, on va dire, ce va-et-vient, arriver à un certain niveau pour revenir, faire table rase du passé? Il ne fallait pas se donner les gages de l'inclusion, de la participation à tous aux élections, par exemple. C'est ça. Mais vous savez que lorsque nous sommes dans ce cycle-là et que des intérêts quelquefois personnels, parce que les gens se sont un peu interrogés sur l'activisme de l'autre qui a négocié en disant ou c'est moi ou c'est le déluge, ou c'est moi ou je réveille la guérilla, ou c'est moi ou. Et comme on l'a dit, rien n'était donné qu'il puisse passer, ou bien on attendait de recommencer les votes 20 fois pour qu'il puisse passer pour qu'on ait la paix. C'est juste pour rire et puis dire que de ce point de vue-là, toutes les solutions ils doivent rester ouvertes. Et que l'homme reste quelquefois un loup pour l'homme, mais on peut aussi apporter des plus-values lorsqu'on se pardonne. Et là encore on dit Sugurun Kai. C'est-à-dire sans pardon on ne peut aller nulle part, et donc il faut désarmer les cœurs. Moi je crois qu'en Centrafrique il faut désarmer les cœurs, évidemment, et le maintien de la paix par la MINUSCA est là, mais il faut d'abord désarmer les cœurs et apprendre de nouveaux comportements et comprendre que la paix c'est l'autre nom du développement, partout d'ailleurs. C'est vrai que vous êtes un acteur qui travaille sur les questions de paix, mais est-ce que véritablement vous y croyez à une paix durable en Centrafrique? Parce que certains y voient comme une sorte de fatalité dans ce pays qui depuis de nombreuses années en tout cas a noué avec la violence. Est-ce que véritablement vous y croyez? Vous êtes optimiste? Je vais vous donner un exemple. Rien n'est jamais acquis à l'homme ni à sa descendance. C'est clair. Mais moi qui avais 20 ans dans les années 70-80, j'ai connu le Ghana que vous connaissez au ras de pâquerette. Le Ghana était, comme on dit, tombé jusqu'au fond, et vous vous souvenez. Aujourd'hui, où est le Ghana? Dans l'histoire des peuples, dans l'histoire de nos États, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun espoir pour un pays. Pour un homme, oui,
Pour un vivant qui a une vie relativement de moins d'un siècle, on peut le dire. Mais pour un État, avec ce que la Centrafrique a ras le sol, je veux parler des mines, le diamant, les questions liées à cela. Je vous ai parlé tout à l'heure des mines que l'on retrouve par exemple au Burkina. Mais il y a eu 25 ans de travail pour arriver à une exploitation. Quand on prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous savons qu'il y a un pays minier, il y a 20 ans de travail à faire. 15-20 ans avant qu'ils n'atteignent un bon régime, parce qu'ils n'ont même pas 2 ou 3 mines industrielles. Par contre, nous savons que l'option avait été mise sur l'agriculture, le cacao, le café, et qu'aujourd'hui ils veulent passer aux mines, mais il faut 15-20 ans. Et ce n'est pas en se faisant la guerre et en se faisant chose que les Centrafricains vont arriver à cela. Et nous devons aussi tirer les leçons de ce que tous leurs dévanciers nous ont dit, tous leurs présidents, ce qu'ils ont vécu, et donner le pouvoir à une génération qui puisse permettre qu'on aille de l'avant. Donc quand je parle de transmission, c'est avec beaucoup de respect pour dire qu'à un moment donné, tout cela se prépare et que les Centrafricains doivent aller de l'avant. Je pense que Touadéra, qui a moins de 60 ans, Dolo Guelleh également, bon, c'est certainement les plus jeunes candidats, voyez-vous. Donc vous y croyez à une paix en Centrafrique de façon définitive? Et si ce n'est pas dans ce siècle, c'est ce que j'espère, ça sera le prochain, mais je suis sûr que ça sera dans ce siècle. Et si vous me demandez si j'y crois pour mon pays, je vous dirai oui, j'y crois et ça sera dans quelques temps. Moi, je reviens pratiquement vers la fin. Vous avez pu aller dans ce pays-là. Moi, souvent, quand je regarde où il y a, dans ces pays où il y a un genre de... dans le constat, un genre de révolte logique qu'on pourrait avoir du potentiel de la richesse et de la réalité de la pauvreté qu'il y a sur place, on se pose beaucoup de questions. On voit aujourd'hui Touadéra, on voit Bozizé, on voit ces antagonismes-là. Il y a 11 500 casques bleus de la MINUSCA en gros qui sont sur le terrain. Il y a quand même 1 millier de mercenaires russes qui y sont. Est-ce que vous avez vraiment remarqué cette présence-là? Parce qu'on en parle très souvent. Depuis l'instruction militaire jusqu'à un certain nombre d'éléments, la garde même rapprochée de Touadéra, ce qui se raconte, c'est bien les Russes qui le font. La vente d'armes, elle est gérée encore par les Russes. On sait que ces Russes, ce qu'ils savent faire, c'est exploiter les mines, c'est gérer l'énergie et puis vendre les armes. La preuve, 49% des armes qu'on a sur notre continent, c'est bien eux. 8 000 milliards de dollars, c'est encore les Russes. Donc, ce qui est en train de s'y passer, en tout cas, ils font leur business. Alors, chers jeunes frères, vous avez la paternité de ce que vous avez dit. Puisque vous avez fait des analyses, vous avez aussi dit quels sont les pays qui vendent au mieux. La seule chose dont toi et moi nous pouvons être d'accord, c'est que la guerre coûte cher. La guerre coûte horriblement cher. Et quand on veut faire la guerre, on peut ne prendre, comme on dit, un siècle pour payer. Deuxièmement, j'ai entendu un mot mercenaire. Je vais quand même vous corriger puisque j'étais dans ce pays. Ce sont des accords bilatéraux entre des pays. Ça s'est fait avec le Rwanda, ça s'est fait avec effectivement la Russie et d'autres. Donc de ce point de vue-là, et c'est en présence donc des Nations Unies, etc. Deuxièmement, je parle de mercenaires parce qu'il y a des rapports qui en parlent. Et oui. On parle d'un privé nommé Wagner d'ailleurs, sur lesquels des journalistes russes sont allés enquêter en Centrafrique. Il y en a 3 qui sont décédés de journalistes russes. Jusqu'à présent, rien n'est dit là-dessus. D'accord. Donc ça, je parle du rapport. Oui. Voilà. Non, je comprends, mais vous savez, moi, quand je lis les rapports, je lis d'autres rapports aussi. Parce qu'il faut s'informer et un mot peut peser lourd. Vous savez, bon, mais je voulais simplement souligner que la situation en Centrafrique va et
tire son origine de la situation conflictuelle et de la situation volatile. Et je crois que si cette stabilité-là revenait, parce que nous avons des gens qui vous défendent, et peut-être que ça peut résoudre le problème. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, ne parlons pas de groupes rebelles, mais de groupes armés, ce sont des centaines, des 200 de gens qui rentrent par d'autres frontières, qui font des opérations et qui quelquefois repartent. Je vous ai dit tout de suite qu'ils ne peuvent pas très souvent rester sur place parce qu'ils ne peuvent même pas tenir une ville. Donc tout ça, c'est pour dire que ils sont certainement victimes d'un jeu, mais il nous faut débattre. Enfin, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vis pas sur la rumeur. Je vis sur des questions nodales. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions pour recouvrer la paix. Quelquefois, on nous dit il faut faire des prières. Quelquefois, on nous dit il faut avoir d'autres alliances. Quelquefois, on nous dit essayons ce qu'on n'a pas encore essayé. Mais tout cela devrait contribuer à la convergence et à la dynamique d'une situation. Donc, pour moi, j'ai bon espoir. Je ne pourrai jamais dire qu'on doit mettre une croix sur la Centrafrique, qui est 2 fois plus grande que le Burkina, qui a 4 millions d'habitants seulement. Et si des mines industrielles s'installent avec une pérennisation, je suis sûr qu'on va sortir la tête de l'eau. Vous l'avez dit sans le dire, finalement, avec ces intérêts de ceux qui sont justement sur le terrain, est-ce que véritablement on pourrait sortir de cette situation? C'est la question de Geoffroy Bah. C'était la question. En tout cas. Voilà. Vous avez parlé avec diplomatie, on l'aura compris. Merci en tout cas d'être passé nous entretenir sur cette question centrafricaine. Le temps s'est épuisé malheureusement. On vous dira merci et en tout cas félicitations pour les efforts donc consentis pour la paix sur le continent. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Un dernier mot rapidement. Eh bien, nous n'étions pas seuls. Hein. L'Union africaine était là avec la commissaire de l'Union africaine et la Burkinabé et Sessouma Minata et d'autres Burkinabés. On était à peu près une dizaine. Donc je ne suis pas allé tout seul, mais nous avons aussi le commandant en chef de la MINUSCA qui est quand même un Burkinabé, hein, le général Traoré Sidiki Daniel est l'un des grands spécialistes aussi de maintien de l'information. C'est un brave Samogo. Donc tout ça doit nous faire comprendre que nous devons continuer à aider les autres si les gens nous font confiance. Et justement, ils disent que nous venons du pays des hommes intègres. On ne pourra pas développer. Qu'ils ont confiance. Ambassadeur Philippe Sawadgo, merci d'être passé donc devant notre tribunal de l'actualité pour nous entretenir sur cette question centrafricaine. On s'arrête là, on dit merci à l'équipe de réalisation, nous disons merci également à tous ceux qui nous ont suivis et aux juges au siège. On vous retrouve demain, mercredi, pour une deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité en cette année 2021. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.